Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous allons nous arrêter sur le bilan quasiment à mi-mandat du gouvernement à Khenouch. Jusqu'à quel point l'exécutif a-t-il réussi à honorer ses promesses électorales? Les Marocains ont-ils eu ce mieux qu'ils méritent, comme scandé dans les slogans du RNI en 2021? Qu'en est-il de l'amélioration des piliers de l'État social, comme la santé, l'éducation, l'emploi, la protection du pouvoir d'achat, la réforme des régimes de retraite? Comment se porte l'investissement, l'entrepreneuriat et le climat des affaires de façon générale, et qu'en est-il du renforcement ou du moins du maintien des équilibres financiers et macroéconomiques et de la sauvegarde du capital confiance vis-à-vis des institutions internationales? Pour essayer de répondre à ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir le politologue Moustapha Shehimi. Monsieur Shehimi, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, en février dernier, M. Shehimi, lors de la présentation de son bilan d'étape, le chef du gouvernement avait déclaré que l'exécutif, il avait qualifié le bilan de son exécutif d'honorable. Qu'en est-il de ce bilan? D'abord, d'après les indicateurs, et puis d'après vous, une année plus tard, et presque à mi-mandat de la fin de ce gouvernement. Monsieur Aziz Khenouch est chef du gouvernement et il est dans son rôle quand il présente un bilan à ses yeux honorable. C'est ce qu'il a fait en février dernier devant le Parlement. On ne peut pas lui faire grief de cela. C'est légitime. Voilà, c'est tout à fait normal. Tous les chefs de gouvernement donc, sont dans cette équation-là. Pour ce qui est maintenant de l'évaluation du mi-mandat, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a ce qui avait été annoncé dans le programme gouvernemental d'investiture d'octobre 2021 par ce même chef de gouvernement qui avait été nommé par Sa Majesté le Roi au lendemain des élections d'octobre, vous le savez. Ce que je note d'abord pour commencer, c'est que plus personne pratiquement ne fait référence aujourd'hui à ce programme gouvernemental d'octobre 2021. Il y a là une interrogation, comme si ce programme avait été fait dans le cadre de promesses électorales liées à la campagne qui avait précédé, mais on a un sentiment d'un affaissement et d'une dilution de ce programme par rapport à des réalités de gestion, des réalités qui sont importantes, lesquelles? Il y a d'abord une tonalité positive à mettre au crédit de ce gouvernement pour cette fin d'année 2023, c'est enfin un apaisement du climat social et de la crise sociale, notamment ce qui s'est passé dans le monde de l'éducation, vous le savez, où après 10 semaines, 10 semaines de grève, un trimestre a été perdu, et enfin un accord a été trouvé. Donc, il va permettre de faire redémarrer l'école dans des conditions optimales avec des mesures d'accompagnement pour essayer de compenser le trimestre blanc que l'on a connu. Il y a aussi une approche intéressante avec des actes. C'est enfin la mesure d'octroi d'une mensualité de 500 dirhams, donc aux classes précaires de notre population. C'est important. C'est sur ça, il y a eu un recensement, vous savez, qui a été fait pour le registre social unifié. RSU, oui. On a identifié 3,5 millions de personnes et pour l'heure, il y a 1,2 million de personnes qui, donc, dont les dossiers ont été validés et qui recevront donc 500 dirhams par mois pour les années à venir. C'est modeste, évidemment, mais c'est quand même une aide pour faire face à la situation de la détérioration de leur pouvoir d'achat. Ce qui pose problème précisément en liaison avec ça, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, et on a eu au cours de l'année 2023 forte inflation avec un pic de 10%, le premier trimestre en particulier. En plus, il y a eu un glissement, on est aujourd'hui à 4-5% réel, mais avec une précision, c'est-à-dire les produits de grande consommation continuent donc à enregistrer des hausses de 10, 12, 15%. Donc voilà. Alors maintenant, il y a sur la table un certain nombre de grands dossiers que nous allons évoquer, peut-être. Là, vous avez commencé par du positif, ça pour bien commencer l'année, mais c'est très peu par rapport aux promesses électorales. Il y a les grandes priorités, la consolidation de l'État social, qui est un chantier royal et pour lequel
le gouvernement a le soutien. Qu'en est-il? L'éducation, il y a une petite éclaircie, mais santé, emploi, réforme des retraites. Alors, sur ce plan-là, c'est des dossiers quand même qui avancent. La question de la réforme de l'éducation, la question de la réforme de l'éducation avance à marche forcée, malgré les ratés qu'il y a eu pendant l'année du fait du déficit et de l'échec du dialogue social qui avait été mené. J'y reviens pas. Pour ce qui est de la santé, il y a de grandes mesures qui sont prises, tout dernièrement encore avec la revalorisation de la situation des différentes catégories de cadres et de personnels médicaux, paramédicaux, etc. Et d'ailleurs, les mesures vont être effectives à partir de la fin janvier. Donc, il y a des choses qui sont en branle, où il y a une dynamique réformatrice, éducation, c'est le cas aussi de la santé. En revanche, il y a d'autres secteurs, évidemment, où les dossiers sont là, mais ça n'avance pas beaucoup. Alors, parmi ces dossiers, moi j'en retiens plusieurs, c'est le fait que tous ces dossiers pâtissent quand même d'un environnement international qui a des répercussions sur l'environnement national. Il faut être juste. Il faut être juste, c'est-à-dire que le programme gouvernemental d'octobre 21 ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer parce que la vie internationale est imprévisible. Il y a eu la guerre, le conflit donc Ukraine-Russie en février 2022 qui continue à peser, le renchérissement du cours pétrolier, le renchérissement des frais de logistique, etc., plus le problème également de l'envol des prix des matières premières, ça, c'est pas la faute du gouvernement. Oui, mais attendez, ça rend... Mais si vous le permettez, ça, c'est ce que le gouvernement appelle les facteurs exogènes. Oui. C'est des facteurs exogènes qui sont réels. Aujourd'hui, si ces facteurs pèsent évidemment sur la vie sociale et économique dans le royaume, le gouvernement à mi-mandat, comme vous l'avez relevé, ne peut plus maintenant se limiter à cette explication-là. Pas davantage, il ne peut invoquer le passif, ce qu'il considère comme étant le passif des 10 ans de gestion des deux gouvernements PJD. Ça n'est plus recevable aujourd'hui. Oui. Il pouvait le dire la première année en disant « nous avons hérité d'une situation difficile du fait de la gestion des deux cabinets PJD ». C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il est comptable de ce qu'il fait ou il ne fait pas. Alors, ce qui n'est pas fait quand même, c'est un certain nombre de réformes fondamentales. On n'en parle pas souvent, mais la régionalisation n'avance pas beaucoup, parce qu'il y a encore des mesures structurelles qu'à accompagner. Ce processus-là, c'est important. Ce qui n'avance pas non plus, c'est un certain nombre de grands dossiers qui sont esquivés. Je vais vous donner un exemple, celui des caisses de retraite. Oui. Nous avons un rapport de la Banque centrale qui dit qu'en 2027, en 2027 également, la CNSS va connaître un déficit. 2027, c'est demain, c'est dans 3 ans. Oui, oui. De même, la CNSS va accuser un déficit en 2028. Oui. Et tout le monde sait que ce sont de grandes réformes qu'il faut mener, qui impliquent du courage politique et qui impliquent une approche stratégique. Pour l'heure, ce gouvernement ne se préoccupe pas de cela. Alors, vous avez parlé de tous les facteurs exogènes. Le problème, c'est que depuis 3 ans, on justifie tout avec les facteurs exogènes, la guerre, la hausse du prix du pétrole, alors qu'il y a une marge sur laquelle le gouvernement peut agir. Il y a des faits dont il n'est pas comptable. Le séisme d'El Haouz, oui, c'est une charge extrêmement importante qui nécessite, sur décision royale, la mobilisation d'un programme de reconstruction de 25 millions de dirhams. Oui. Il faut faire face à une situation d'exception, mobiliser des ressources budgétaires, une réallocation des ressources. Ça, c'était pas prévisible, c'était pas budgétisé dans la loi de finances 2023. Il y a aussi le coût financier des réformes sociales.
Vous savez, c'est des réformes sociales qui sont extrêmement importantes. Mais c'est la classe moyenne qui paye. Oui, je viens à la classe moyenne, mais le coût social est extrêmement important. Vous savez que les mesures prises... Parce que c'est la classe moyenne qui porte le pays, non? Les mesures prises par ce gouvernement sur le plan de la protection sociale coûtent aujourd'hui 10 milliards de dirhams. 10 milliards de dirhams qui sont là, qu'il faut provisionner. D'où d'ailleurs une politique d'emprunt et d'endettement. Sur ce plan-là, je n'ai pas d'inquiétude parce que la signature du Maroc est bonne à l'international, c'est une signature crédible. Nous avons encore des marges de mobilisation financière à l'international, à preuve l'emprunt qui avait été lancé en février dernier, qui avait été donc souscrit dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Il y a encore toutes les facilités offertes par des institutions internationales, je pense au FMI, à la Banque mondiale, qui est la Banque mondiale qui a ouvert le FMI a ouvert une ligne de crédit de 2,5 milliards de dirhams renouvelables, c'est extrêmement important. C'est un signe donc de confiance quant à la signature, à la capacité du Maroc à mener ses réformes. Vous avez parlé de la classe moyenne. Évidemment que c'est un problème. Le problème de la classe moyenne, c'est que la classe moyenne qui est un pôle central dans la cohésion sociale. Le problème de la classe moyenne, c'est qu'elle n'a pas de lobby. Elle n'a pas de lobby susceptible de porter ses revendications. C'est le gouvernement qui devrait non, être... au sein du gouvernement, il n'y a qu'un parti. Il faut être juste qui accorde la priorité au maintien du pouvoir d'achat des classes moyennes, c'est le parti de l'Istiqlal. D'ailleurs, c'est dans son programme, etc. Donc ça, c'est une question qui n'est pas réglée. Ce qu'on note, vous avez raison de le relever, c'est quand même la paupérisation des classes moyennes, du fait que le pouvoir d'achat se détériore et du fait que les charges augmentent, éducatives, sanitaires, etc. Et donc nous en sommes là. Il y a un manque de courage pour les réformes fiscales, parce que pourquoi c'est toujours la classe moyenne qui porte l'économie du pays qui doit payer les pots cassés alors qu'on ne touche pas aux grosses fortunes. Parce que... dans le monde de l'entreprise, on soulage les grandes entreprises qui sont une minorité et on taxe plus les petites et très petites entreprises. Est-ce que c'est un manque de courage politique? Est-ce que c'est des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est... La classe moyenne supporte évidemment le plus les charges fiscales et autres, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est identifiée. La classe moyenne, c'est qui? C'est les fonctionnaires, c'est des cadres moyens. Et donc, c'est identifié, leur situation fiscale est identifiée, identifiable. Ce n'est pas le cas d'autres catégories. Ce gouvernement m'a paru accorder la priorité les 2 premières années, et continue d'ailleurs en 2024, à l'entreprise et à la grande entreprise et à la relance économique. Alors, c'est un choix qui se défend. Pourquoi? Parce que le développement économique, c'est aussi les grandes entreprises et l'effet d'entraînement de ces grandes entreprises avec les écosystèmes périphériques. Il y a une autre orientation qui est apparue, me semble-t-il, avec le discours, les réunions du souverain qui a été faite à propos du séisme d'El Haouz, c'est la priorisation des mesures sociales en faveur des sinistrés, évidemment, des régions sinistrées, mais en faveur de populations qui sont dans des régions enclavées. Là encore, je note, c'est une forte inflexion royale. C'est une forte inflexion royale, ça m'est apparu comme un recadrage de la politique faite par ce gouvernement en faveur des grands groupes, des grandes sociétés, etc. Et le souverain a voulu recadrer les politiques publiques en invitant instamment ce gouvernement à prendre en charge les conditions de vie de ces millions de personnes qui sont dans des régions enclavées. Et je crois que ça, c'est important, c'est un correctif qui a été apporté, parce que le souverain mesure que c'est bien le développement, mais il faut que ça soit un développement inclusif de tous. Or, nous avons un développement de vitesse, pratiquement, pour certaines régions qui sont dans le secteur moderne et autres, etc., qui sont connues, et il y a d'autres régions donc, où il n'y a pas suffisamment de relais pour l'expression et la satisfaction de leurs besoins. Autre point que vous avez soulevé, c'est le problème de la réforme de la fiscalité. Il y a des réformes fiscales qui ont été faites dans les lois de finances 2022, 2023, 2024. Elles sont techniques, notamment sur l'IS, sur l'IR et d'autres aménagements, etc. Mais elles ne portent pas sur l'essentiel. Pourquoi?
L'essentiel, c'est quoi? C'est que la charge fiscale est lourde aujourd'hui pour ce qui est des contribuables, des contribuables déclarés. Je ne parle pas du secteur informel, c'est un autre débat. Et donc, si l'on veut une réforme fiscale significative et totale, il faudra élargir la base de la fiscalité, c'est-à-dire l'assiette fiscale. Oui. Ça, c'est un problème qui n'est pas réglé par ce gouvernement. Courage politique. Il faut du courage parce que... Là, pour le coup, ils ont des lobbies. Là, pour le coup, ils ont leur lobby. C'est là où je vous rejoins. Vous savez, il y avait eu les assises de la fiscalité en 2019, j'y avais participé, c'était des assises extrêmement importantes et donc avec un maximum, il y avait une centaine de mesures qui avaient été proposées, il n'y en a qu'une dizaine qui a été rendues opérationnelles, parce que vous vous heurtez à des lobbies et donc à des résistances. Je vais vous donner un exemple qui me paraît significatif de cette incapacité à décider et à arbitrer. La réforme des circuits de commercialisation, c'est fondamental. C'est-à-dire le producteur ne bénéficie pas de l'amélioration des coûts, etc. Il paye un prix X et c'est toute une chaîne d'intermédiaires, grossistes, demi-grossistes, etc. qui bénéficie. C'est une économie, je l'ai dit, je le répète, une économie de rente. Oui. Et le gouvernement n'arrive pas à trancher et à imposer ces réformes-là parce que c'est des réseaux de clientèle, c'est des réseaux électoralistes, etc. Autre point où le gouvernement peut être interpellé... Il y a un véritable problème de gouvernance des réseaux électoralistes. Ben oui, j'y viens. C'est un élément. Vous savez, la décision politique, l'arbitrage, ce sont des décisions qui se prennent en fonction des capacités de décision. Ces capacités de décision font que ce gouvernement n'arrive pas à franchir le pas et donc à élargir l'assiette fiscale pour réduire la charge fiscale qui pèse sur un certain nombre de catégories. Il y a un autre point qui est sur la table, qui n'est pas réglé, vous le savez, c'est la question de la lutte contre la corruption. Nous avons perdu 7 points dans le classement international de la corruption, tel qu'il a été établi par Transparency International, etc. Et donc nous sommes en régression. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour l'image du royaume à l'international. Oui. Et c'est un problème pour l'acte d'investir au Maroc. Et à l'inclusion de l'informel aussi. Et d'ailleurs, j'y viens, c'est connexe, vous avez raison de le relever. Cette lutte contre la corruption est illustrée, et en tout cas les insuffisances de cette lutte de la corruption, elle est illustrée aujourd'hui par quoi? Par cette affaire de Casablanca, je ne vais pas citer les noms parce que c'est une procédure en cours, etc., qui donne lieu, à la publication de réseaux de blanchiment d'argent et tout le reste, etc. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est une procédure en cours, etc. Mais c'est la preuve qui est faite que ce gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait pour lutter, réduire en tout cas la corruption. Et puis, il y a le problème de l'informel aussi. Alors, vous prenez toutes les déclarations du gouvernement, il y a une référence constante à la nécessité de réduire l'informel. Pourquoi? Parce qu'en réduisant l'informel, vous en faites des contribuables, donc, qui participent donc aux ressources nationales fiscales. Là aussi, c'est une difficulté à faire parce qu'il faut du courage politique, il faut une capacité d'arbitrage. Ce gouvernement ne me paraît pas armé pour l'heure, on verra pour le second mi-mandat. Le mi-mandat, il sera court le deuxième mi-mandat, parce qu'après, on sera dans la période électorale. Tout à fait. Alors, il y a cet intérêt pour les classes vulnérables, effectivement, il y a un effort. Après, le moral des ménages n'a jamais été aussi bas, d'après le HCP, depuis 2008, l'année où cet indicateur ou cette mesure du moral des ménages a été mise en place, et les inégalités économiques se sont accentuées. Est-ce que cela peut être une menace pour la stabilité sociale? On a vu le mouvement, bien sûr, de grève des enseignants, mais il y a d'autres secteurs. Le moral des ménages, on a pris un sérieux coup. Je vais renverser votre question, si vous le permettez. Comment voulez-vous que les ménages aient un meilleur moral en ce début d'année 2024? C'est difficile, compte tenu de la cherté de la vie,
compte tenu de l'inflation et compte tenu du fait qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour un certain nombre de catégories. J'y viens, si vous le permettez, c'est le fait que nous sommes à 46%, j'ai les mêmes chiffres que vous, 46% d'indice de confiance des ménages, c'est l'ACP qui le dit, donc c'est une source indiscutable. Effectivement, on l'avait dit, c'est le chiffre le plus bas depuis 2008. Oui. Et donc, comment voulez-vous que ce moral puisse s'améliorer compte tenu des contraintes qu'il y a aujourd'hui et compte tenu du fait que les perspectives 2024 ne se présentent pas sous les meilleurs auspices? Pourquoi? Déjà. Il y a la cherté, l'inflation, etc. Il y a aussi le fait que les prévisions de croissance relativement optimistes du gouvernement pour 2024 sont sujettes à caution. Pourquoi? Le gouvernement a prévu dans la loi de finances 2024 un taux de croissance de 3,7% en 2024. Je puis vous dire, sans être démenti par les uns ou par les autres, que nous n'aurons pas un taux de croissance de 3,7% en 2024, compte tenu ne serait-ce que de la cinquième année pratiquement de sécheresse, et alors que la loi de finances avait été faite sur des prévisions d'une récolte moyenne de 70 millions de quintaux, etc. Donc voilà un élément fondamental qui fait que les prévisions de départ, il fallait les faire, doivent être vues à la baisse. Et il y a aussi l'inflation qui a été prévue pour 2,5% à la fin 2024, ça sera difficile à tenir compte tenu des différentes contraintes que nous avons élevées. Il y a aussi le fait que la loi de finances a été faite sur la base d'un cours du baril pétrole à $80, on verra bien. Oui. Puis le problème de monnaie, c'est-à-dire le cours du dollar. Oui. Ce sont des variables qui ne sont pas maîtrisables par avance et qui conduisent à cette conclusion, si vous le permettez, c'est-à-dire l'année 2024 sera une année difficile. Difficile, d'accord. Voilà. On annonce la couleur, bon, c'est pas très optimiste, mais alors, on sait que c'est difficile, il reste 1 minute ou 1 minute et demie. Ce gouvernement a quand même des atouts. Il a une majorité confortable, il a un soutien institutionnel, il doit y avoir des leviers qui peuvent être actionnés pour un petit peu changer la donne. Qu'est-ce qui peut être rapidement, professeur Sahimi, fait pour une relance, pour redynamiser, pour accélérer les réformes? Je vais vous répondre simplement, la cohésion sociale et la stabilité viennent non pas de la gestion du statu quo, mais d'un élan réformateur. Je crois que c'est Je vais vous donner un exemple en passant. Il y a la réforme du secteur public et semi-public. C'est un grand mammouth budgétivore que globalement, qui ne donne pas les résultats efficients, etc. Ben pour l'instant, il y a une loi qui a été votée, une agence, etc. Il manque quoi aujourd'hui? Il manque les décrets d'application. Donc ça veut dire qu'il faut activer les procédures de gouvernance sur ce plan-là, et puis il faut me redonner un cap qui procède des grandes orientations royales, mais qui permette la déclinaison de ces orientations royales sur différents secteurs. Ouais. Ce cap-là n'est pas défini, et dernier élément, il faut que ce gouvernement arrive à donner un nouvel élan et à porter des réformes. C'est ça qui peut entraîner le soutien des électeurs et des citoyens. L'avenir nous dira si cela sera fait. Il reste 2 ans. Restons optimistes. Merci beaucoup, professeur Mostafa Sahimi, et à très bientôt. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.